Alors, je voudrais d'abord excuser Philippe Audic, le président du Conseil, qui avait assisté à la première réunion, mais qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc là, on est dans le cadre du groupe, ou qu'on appelle langue ou besoins linguistiques, donc avait été proposé, initié par Alain Grand-Guillot, qui avait souhaité lancer ça à l'intérieur du Conseil. Alors, il y a comme ça un certain nombre d'ateliers de travail qui sont lancés au sein du Conseil de développement. Donc, c'est un système qui est pas formaliste. Il ne s'agit pas de réunir que ceux qui connaissent le sujet, mais aussi d'autres, justement, et de mélanger un peu les expériences des uns et des autres et au final, si possible, de produire des propositions, mais qui ne soient pas forcément celles que des seuls spécialistes de la question. Donc on avait déjà eu une première réunion. Le groupe avait listé en gros trois thématiques qui ressortaient. Il y avait la question du plurilinguisme précoce, comment les plus jeunes, etc., peuvent apprendre plusieurs langues. Donc moi j'avais bien apprécié parce que j'avais noté un certain nombre d'expressions qui étaient assez intéressantes quand on parlait de langue étrangère. D'autres répondaient mais il y a aussi la langue affective, la langue du cœur, et que un enfant qui a des parents bilingues, pour lui c'est quoi une langue étrangère? C'est celle de son père ou de sa mère. Enfin c'est pas aussi, ça paraît des choses banales, mais c'est des choses assez intéressantes à noter. Donc il y avait là cette question du plurilinguisme. Il y avait la deuxième question dont on va parler un peu ce soir, qui est quand on parle des communautés étrangères à Nantes, de quoi on parle, des nationalités, mais oui, qui, combien, depuis quand, c'est pas forcément des chiffres assez faciles à trouver. Et puis il y avait aussi la question de l'apprentissage des langues liées aux mobilités des actifs qui peuvent changer de carrière et qui peuvent aussi avoir besoin d'apprendre une langue pour aller en Allemagne. Je crois que monsieur la Maison de l'Europe, monsieur Charlier Châtaignier avait parlé de ça. Donc c'était le troisième sujet. Alors, d'ici la fin de l'année, on aura un certain nombre de questions, de séances sur la notion du plurilinguisme. Donc, je donnerai la parole dans 2 minutes à Alain Grand-Guillot, qui vous donnera un peu le programme qu'il a concocté sur le sujet, parce qu'effectivement, il a trouvé comme ça un certain nombre d'intervenants. Donc, ça commencera en juin et ça ira jusqu'en décembre. Et puis, dès aujourd'hui, on va essayer de regarder cette question de la présence internationale à Nantes. Alors, c'est pas forcément aussi simple que ça. Enfin, on a demandé à l'agence d'urbanisme de nous préparer quelque chose, d'une part parce qu'on a une relation qui est ancienne avec eux, et donc ils ont en général un certain nombre d'éléments intéressants sur un certain nombre de sujets, mais là c'est pas forcément le sujet le plus simple. C'est pas si simple de donner un portrait des nationalités à Nantes. En général, quand on parle avec un certain nombre d'interlocuteurs, tout le monde dit oui, il y a des chiffres, on connaît, etc. Et puis on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, que la réalité est plus compliquée. Alors l'intervention de ce soir donnera sans doute pas toutes les réponses à toutes les questions. L'idée c'est aussi d'échanger un peu avec vous, mais c'est au moins d'ouvrir la discussion et d'essayer d'aller un peu plus loin sur cette thématique-là, comment on peut avoir une connaissance un peu plus fine. Alors, l'intervention de l'agence ici sera sans doute un peu classique. Enfin, ceux qui connaissent déjà le Conseil de développement sont habitués aux interventions lourdes de l'agence, où il y a beaucoup de choses pendant 1h30, etc., avec beaucoup de données. Là, je pense qu'on est dans un format un peu différent, donc j'essaie de vous soulager un peu, de limiter la pression. Mais en tout cas, merci à Patrick Pailloux, donc à Cécile Michaud, qui sont directeurs d'études à Laurent, d'avoir bien voulu, en tout cas, tenter l'exercice et d'essayer de voir comment on peut avoir une meilleure connaissance des communautés étrangères à Nantes. Voilà. Alors, avant de leur laisser la parole, je vais demander à Alain Grand-Guillot de vous parler un peu plus en détail du programme de réunion sur le plurilinguisme que vous aurez d'ici la fin de l'année. Donc, on a fait, bonsoir plutôt, on a fait un programme qui est plutôt une séquence sur le plurilinguisme précoce, sans doute parce que ça interpelle beaucoup d'enseignants et que c'est peut-être prégnant un peu dans la demande des parents et puis de l'éducation nationale. Alors, en septembre, il y aura une présentation. Alors, honnêtement, je connaissais pas le mouvement. La dame est là, Madame Ernoux. Donc, c'est les écoles Émuli. Donc, je ne sais pas de quand ça date. Elle présentera donc l'expérience Émuli, qui est du plurilinguisme dès la maternelle, c'est-à-dire plusieurs langues, en septembre. On vous communiquera la date postérieurement. Le 15 octobre, il y aura Vincent Rouet de l'Office des langues de Bretagne, qui est en charge de la pédagogie et du développement, qui interviendra à la fois pour présenter le contexte légal
et l'expérience de ce qu'on appelle l'immersion, enfin le bain en enfin plutôt l'immersion linguistique dès la maternelle. Donc c'est la méthode Diwan. Le 19 novembre, il y aura Madame Feuillet qui interviendra, qui est une universitaire nantaise, qui est professeure en recherche didactique et qui vient de germanophone, et donc qui a beaucoup travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Albert Rach, et qui depuis je crois les années 60 a pensé le plurilinguisme. Elle viendra faire un peu, elle va préciser ses thèmes, et elle fera plutôt un bilan sur ce qui s'est passé dans le cadre de l'éducation nationale, les différentes expériences d'introduction des langues étrangères dès le primaire. En décembre, il y aura Monsieur Dalgalian. Alors c'est un linguiste aussi, qui a travaillé sur plutôt le côté psycholinguistique de l'apprentissage des langues, c'est-à-dire comment, en fonction du développement de l'enfant, il y a des étapes à ne pas rater pour lui laisser une capacité globale de l'apprentissage des langues. Le 12 juin, donc dans un mois bientôt, il y aura une intervention d'universitaires de Nantes, dont Madame Isabelle Nocus, qui interviendra sur le plurilinguisme à travers l'expérience des territoires de Guyane, de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. Il y a le livre qui est disponible. C'est un livre de compte-rendu universitaire, mais il est très bien fait. Et en plus, il est très global. Si vous pouvez... enfin, ceux qui s'intéressent, il y a vraiment une lecture très intéressante, à la fois sur les conséquences de l'apprentissage des langues, et surtout comment ces langues servent à permettre un épanouissement de l'enfant. Donc il a été diffusé ou fini en 2014. Donc c'est vraiment presque un état des lieux de la science de l'enseignement des langues, et aussi de l'analyse et des suivis qui ont eu lieu sur ces territoires-là, sur des peuples quand même assez distants de nous au niveau appréhension culturelle du monde, etc. Voilà. Juste une précision, Isabelle Nocus donc sera accompagnée d'Agnès Florin, que un certain nombre d'entre vous connaissent au Conseil, parce qu'elle en est membre, et qui est une universitaire spécialiste des questions de sciences de l'éducation, donc qui connaît bien toutes ces questions de plurilinguisme précoce. Donc l'idée de faire cette séance en juin, c'était vraiment de vous donner une photographie un peu générale de départ avant les séances de la rentrée, de savoir de quoi on parle, quand on parle de ces questions-là, qu'est-ce qui s'est fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis d'avoir je dirais le savoir universitaire un peu sur cette notion qui n'est pas aussi connue que ça. Donc Agnès Florin est bien connue pour ceux qui s'intéressent aux sciences de l'éducation à Nantes. Enfin, elle est même connue nationalement et internationalement, hein. C'est un peu une référence dans ce domaine-là. Donc cette séance-là sera intéressante un peu comme point de départ un peu général et un peu théorique sur après un certain nombre d'applications, puisqu'on enchaînera, Alain Ganguillot l'a dit, en septembre, sur une expérience pratique avec l'association Emuli. Donc voilà, donc nos camarades de l'agence d'urbanisme peuvent officier tranquillement. Merci. Je me présente, Patrick Pailloux, directeur d'études à Laurent, l'agence d'urbanisme de la région nantaise, en charge des questions notamment de démographie, habitat et solidarité. Je suis accompagné de Cécile Michaud, que je vais laisser se présenter. Bonsoir. Donc, je suis chef de projet à l'agence d'urbanisme sous la direction de Patrick, et plutôt en charge des questions de mode de vie et de solidarité. Alors, comme tu rappelais, Gabriel, nos partenariats sont nombreux depuis de nombreuses années, et quand tu es venu vers nous il y a quelques semaines pour nous parler et essayer de nous faire travailler finalement sur les étrangers et l'apprentissage du français, il faut savoir que c'est une question que l'agence d'urbanisme traite rarement. Il est rare qu'on ait des questions sur les étrangers. On en a parfois de certains journalistes. On en a dans des sujets très précis, type politique de la ville.
dans les grands quartiers d'habitats sociaux, présence des étrangers, mais jamais une approche un peu large, telle qu'on l'a définie ensemble. Donc on a décidé d'angler vraiment sur la présence internationale sur Nantes Métropole, de comparer aussi cette présence avec d'autres agglomérations françaises, parce que c'est bien de décompter d'où viennent les populations immigrées sur le territoire, mais c'est aussi intéressant de se comparer. Et vous verrez, on a fait un travail sur différentes agglomérations, et vous verrez que les différentes agglomérations françaises ont des aires d'attraction parfois différents. Toutes les agglomérations n'attirent pas les mêmes types de populations sur leur territoire. Ça sera un peu le premier axe de travail. Et l'axe 2, on a travaillé une étude réalisée en 2012 par l'INSEE qui a travaillé sur les immigrés en France et notamment quel niveau de connaissance ils avaient du français, à la fois à l'oral, à l'écrit, à la fois quand ils sont arrivés sur le territoire et au bout de quelques années, vous verrez que ce sont des résultats intéressants. Et vous verrez quand ils ont posé, l'INSEE a posé les mêmes questions pour leurs descendants, c'est-à-dire leurs enfants. Et on parle de plurilinguisme, et vous verrez que les enfants d'immigrés sont souvent aussi plurilinguistes. On a décidé avec Cécile de faire une intervention en 2 temps, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure. Laurent fait parfois des interventions un peu lourdes. J'ai noté lourd dans le bon sens. Ah oui. On a décidé d'un peu moins lourd, et vous verrez, on vous propose de travailler l'axe 1 que je vous ai défini tout à l'heure dans un premier temps, et après peut-être vous faire réagir, c'est-à-dire que vous discutiez ensemble, parce que nous, vous avez bien compris, on n'est pas des grands experts de la question, même si on a traité des statistiques sérieuses sur ce sujet-là, et que après nous reprenions sur le deuxième sujet, et à nouveau un temps de discussion si vous en êtes d'accord. Voilà. Cécile, je vais te laisser commencer. Je ne sais pas si l'autre micro, c'est bon. Donc avant de commencer, de rentrer dans les chiffres à proprement parler, les petits éléments de définition, c'est assez important quand on utilise la statistique, surtout que sur les mots immigrés, il peut y avoir des connotations. C'est important de savoir vraiment exactement de quoi on parle. En l'occurrence, la définition d'immigré est fournie par le Haut Conseil à l'intégration. Donc un immigré en France, c'est quelqu'un qui réside en France et qui est né étranger dans un pays étranger. C'est important d'avoir ça en tête. C'est différent du coup des étrangers. La population immigrée et la population étrangère ne se confondent pas. C'est-à-dire qu'une personne qui est née française à l'étranger n'est pas comptabilisée comme un immigré. Et de même qu'un étranger qui est né en France ne va pas être comptabilisé parmi la population immigrée. Donc c'est voilà, une petite définition à avoir en tête. Un autre point qui est important, c'est que la qualité d'immigré est permanente. C'est-à-dire qu'on a beau être en France, avoir acquis la nationalité française depuis très longtemps, on restera au sens statistique un immigré dans la population française. Et dernier point de définition, quand on parle de l'origine d'un immigré, on va regarder son pays de naissance. C'est-à-dire concrètement, si on a quelqu'un qui est né de nationalité russe dans un pays comme le Cameroun, et qui réside aujourd'hui dans la ville de Nantes, quand on va parler de l'origine de cette personne ne sera pas d'origine russe, mais du Cameroun. Voilà, c'est juste un petit point de définition pour tous les éléments qui vont suivre, comme ça on a bien tous cette même information. Quelques éléments repères sur l'histoire de l'immigration en France que vous connaissez tous, mais juste quelques points chiffrés. En 2010, on compte en France 5,5 millions d'immigrés, 5,4 millions en France métropolitaine, et ça représente 8,5% de la population de la France métropolitaine. L'immigration, vous le savez, c'est un phénomène ancien en France. Au début du XXe siècle, on comptait à peu près 1 million d'immigrés. En 1954, ils étaient 2,3 millions. En 1990, 4,2 millions. Et donc aujourd'hui, 5,5 millions. Juste pour faire un petit rappel, mais que vous connaissez sûrement,
l'immigration a commencé fortement pour le travail fin du 19e. On est dans un contexte où la population de l'Europe est en train de tripler alors que celle de la France stagne. Or, on a besoin de bras pour concrètement travailler dans les campagnes, dans les villes. Là, ce sont les pays d'Europe, les pays proches de nous, qui vont qui vont être fournisseurs finalement de cette main-d'œuvre dont la France a besoin. On va avoir dans les années 30, au moment de la crise économique, un petit frein à cette immigration du travail, mais qui va reprendre de plus belle après la Seconde Guerre, parce que le besoin de reconstruction de la France est énorme. Donc on va avoir une forte augmentation de cette immigration du travail, une immigration qui est fortement masculine à ce moment-là. Et en 1974, au moment de l'élection de Giscard d'Estaing, il va y avoir un coup de frein donné à cette immigration du travail. Et les flux migratoires vont un petit peu changer. C'est une immigration plus familiale qui se met en place, une immigration plus féminine de femmes qui viennent rejoindre leurs conjoints qui sont installés en France depuis quelques années. Donc sur la période récente, on voit qu'après une stabilisation dans les années 90, il va y avoir une reprise un petit peu depuis les années 2000. Et donc, je le disais en introduction, un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger dans un pays étranger, mais qui a pu acquérir la nationalité française depuis qu'il est arrivé en France. Et si on prend tous les immigrés aujourd'hui en France, c'est 41% d'entre eux qui ont acquis la nationalité française. Donc c'est quelques petits points d'histoire des flux migratoires en France sont intéressants à avoir à l'esprit. Notamment parce que dans les Pays de la Loire, l'histoire a été un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu ces grands flux d'immigration pour le travail, dans les Pays de la Loire, c'est surtout les Vendéens et les Bretons en fait, qui sont venus occuper ces emplois qui étaient disponibles et dont on avait besoin, notamment à Nantes et autour. Et finalement, les flux migratoires qui ont été importants à cette époque-là l'ont été moins dans la région des Pays de la Loire. C'est important d'avoir ça en tête pour regarder les chiffres d'aujourd'hui. Donc, sur la situation des immigrés dans l'agglomération nantaise aujourd'hui, on compte donc 32 500 immigrés parmi les habitants de Nantes Métropole, donc les 24 communes de l'agglomération nantaise. Je vous ai mis ici les 10 premières agglomérations de France en termes de poids de population. Si on raisonne en termes de poids de population, nous sommes la 6e agglomération de France. Vous voyez qu'ici, en termes de nombre d'immigrés, on est la dernière. Bon, ça s'explique, hein, je vous ai raconté l'histoire, ça se vérifie encore aujourd'hui dans les chiffres. Quand on regarde cette répartition, ce qui explique un petit peu ce classement, c'est forcément la taille de l'agglomération. On retrouve Lyon, Marseille en tête, Lille, et puis aussi la proximité à une frontière. On voit Strasbourg, par exemple, qui compte 2 fois plus d'immigrés que l'agglomération nantaise, alors que sa population totale est inférieure de 20% à celle de Nantes. Et puis je vous ai mis le petit bâton rennais quand même pour pouvoir se comparer à notre agglomération voisine, savoir comment on se situe. Donc ils ont un petit peu moins d'immigrés qu'à Nantes. On a regardé la même chose en part, en proportion sur la population totale des agglomérations. Donc encore une fois, on se situe 10e de ce classement. On retrouve Strasbourg, dont je vous parlais tout à l'heure, en tête, avec 15,5% de la population de Strasbourg qui est immigrée. À Nantes, on atteint le taux de 5,5%. Et sur ce point-là, on se fait battre par l'agglomération rennaise, qui est un petit peu au-dessus, mais globalement dans les mêmes proportions. Donc, si on regarde un petit peu sur notre région, savoir comment ça se passe, donc je vous le disais en introduction, 8,6% de la population de la France métropolitaine est immigrée. Si on regarde le taux en Pays de la Loire, on est à 3%, donc vous voyez nettement en dessous par rapport à cette moyenne nationale. En termes de département, on voit que la Vendée est bien en dessous de cette moyenne régionale avec 1,9%. La Sarthe et la Mayenne sont dans cette moyenne. Le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique un petit peu au-dessus, et Nantes Métropole à 5,5% se situe au-dessus, bien au-dessus de cette moyenne régionale. Une autre façon de voir ceci, c'est cette image. Vous avez ici l'ensemble du camembert représente l'ensemble des immigrés de la région des Pays de la Loire, et vous voyez à l'intérieur dans quel département, où est-ce qu'il réside. On voit ici la place que représente Nantes Métropole dans cet accueil de la population immigrée. Vous regardez en pourcentage, le poids de Nantes Métropole représente autant que la Vendée, la Sarthe et la Mayenne réunies. Alors,
Effectivement, hein, on voit que Nantes Métropole représente 30% des émigrés de la région des Pays de la Loire. C'est lié à la fois à l'offre d'emploi sur la métropole nantaise et aussi à l'offre universitaire, hein, parce que immigrer, c'est à la fois le travail, mais c'est aussi l'enseignement supérieur. Hein. C'est ce qui explique ce taux relativement élevé de 30%. Donc ensuite, on est allé chercher un petit peu plus encore en détail, savoir où résidaient ces immigrés dans les 24 communes de Nantes Métropole. On voit qu'ils résident majoritairement à Nantes. On en a 68% de l'ensemble des immigrés de Nantes Métropole qui résident sur la ville de Nantes. Saint-Herblain, avec 3000 immigrés, ça représente 10% de la population immigrée de l'agglomération. Rezé et Orvaux sont aux alentours de 4% chacun. Là, on voit bien que cette population immigrée ne se répartit pas de manière homogène sur les 24 communes de l'agglomération nantaise. On le vérifie aussi en termes de parts. Toujours, on a regardé en volume et en parts. Selon les 24 communes, selon où on se situe, la part des immigrés varie de 0,8% de la population communale à 7,8% sur la ville de Nantes. Donc là, on voit bien la prédominance des immigrés dans la ville de Nantes, de Saint-Herblain, d'Orvaux. Et c'est à mettre en rapport ici avec le poids du locatif. Notamment social. Hein. Et notamment social. En gros, 40% des étrangers, là, pas des immigrés, des immigrés résident dans le parc locatif social. Donc c'est bien dans ces communes qui comportent un parc locatif social plus élevé que les autres, où on va retrouver ces populations immigrées. Et ces taux montent dans les quartiers dits politiques de la ville. Hein, Malakoff, Bellevue, vous l'avez bien compris. Hein. Donc maintenant qu'on a regardé où ils résidaient, on va regarder aussi d'où ils viennent. Donc je vous le disais, c'est le pays de naissance qui va compter quand on parle de l'origine des immigrés. Donc sur l'ensemble des immigrés de l'agglomération nantaise, on en a un petit peu plus de la moitié qui viennent du continent africain. On en a un petit quart qui sont nés dans un pays européen, 17% qui viennent du continent asiatique et 7% du continent américain, avec un tout petit 1% qui viennent d'Océanie. Donc on est allé regarder plus précisément les pays, et en l'occurrence les 20 premiers pays de naissance des immigrés qui vivent sur Nantes Métropole. Donc en tête, on va retrouver l'Algérie, qui représente 14% des immigrés parmi la population immigrée de Nantes Métropole. Puis le Maroc, la Turquie, le Portugal et la Tunisie, pour citer les 5 premières. Et si vous voulez, je l'ai représenté en carte. Alors, il n'y a pas les volumes, mais ça donne quand même une image. Voilà les 20 premiers pays d'où viennent les immigrés qui résident aujourd'hui sur Nantes Métropole. Donc, on retrouve les pays du Maghreb, on retrouve des pays européens, frontaliers, enfin, en tout cas, pas très loin, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, le Royaume-Uni. On retrouve aussi la Russie, la Chine, le Vietnam. Et vous voyez aussi l'Afrique centrale, beaucoup de pays francophones en tout cas, de l'Afrique centrale et Madagascar. Donc on s'est un peu amusé à regarder si cette image elle était différente, si on allait dans une autre agglomération et qu'on regardait les 20 premiers pays de naissance des immigrés des autres agglomérations. Donc vous verrez que ça change un peu, mais pas tant que ça finalement. C'est assez logique parce qu'on a une histoire migratoire de la France qui justifie qu'on finalement on en trouve. Voilà. Alors les Lillois, si on prend les 20 premiers pays de naissance, peut-être que c'est le 21e, mais en tout cas dans les 20 premiers, la Russie n'y est pas. De même que Madagascar n'y est pas et le Royaume-Uni. En revanche, ce qu'ils ont eux que nous n'avons pas, c'est la Belgique. Bon là, la proximité s'explique. La Pologne et le Cambodge. Alors on a fait l'exercice aussi sur Marseille. Donc là, vous voyez par rapport à Nantes, on retourne en Russie. On trouve aussi, alors là on le voit pas du tout, mais à côté de Madagascar, les Comores, là qui sont à mettre en lien avec l'histoire du port de Marseille et de la route des Indes. On va retrouver aussi la Belgique, la Pologne, le Cambodge. En revanche, vous voyez qu'en Afrique centrale francophone, il y a beaucoup moins de pays qui sont représentés par rapport à ce qu'on avait à Nantes. Bordeaux,
qui eux sont les seuls à avoir les États-Unis parmi leurs 20 premiers pays de naissance des immigrés. On retrouve le Royaume-Uni aussi, qu'on n'avait pas ni à Marseille ni à Lille. Et puis toujours la Russie, la Chine et les pays européens et les pays du Maghreb. Enfin, Lyon, dernière image. Donc vous voyez, il n'y a plus les Royaumes-Unis. Et puis quelques pays, toujours les mêmes pays européens, les pays du Maghreb. Une image assez proche de celle de Nantes. Vous voyez qu'on n'a pas des images très différentes. Après, il faudra regarder en volume, c'est ça qui serait intéressant. Là, c'était un petit peu pour illustrer de façon plus ludique la provenance des immigrés. Donc, voilà d'où ils viennent, en tout cas où ils sont nés, parce que les immigrés qui vivent aujourd'hui sur Nantes Métropole ne viennent pas forcément directement d'un pays étranger. Ils peuvent venir de France aussi. Donc, on a regardé les migrations résidentielles. L'INSEE nous donne les gens qui sont venus s'installer sur Nantes Métropole entre 2003 et 2008. Donc, on allait regarder ce qui s'était passé. Sur les 5 dernières années, donc sur cette période migratoire, on a vu que 100 000 personnes se sont installées sur Nantes Métropole. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui repartent aussi. En tout cas, là, ce sont les arrivants. Parmi ces 100 000 personnes, on a 10%, 11% qui sont des personnes qui sont nées à l'étranger. Alors, comme je vous le disais, elles n'arrivent pas forcément directement d'un pays étranger, parce que déjà, il y en avait 580 qui habitaient déjà la Loire-Atlantique, donc qui étaient déjà installés en France et proches de chez nous, et qui sont venus sur Nantes Métropole, et 10 310 qui résidaient auparavant à l'extérieur de la Loire-Atlantique. Donc là, on va aller regarder un petit peu plus précisément où est-ce qu'ils résidaient. Voici la répartition par département français de la provenance de ces 10 310 personnes qui sont nées à l'étranger et qui se sont installées sur Nantes Métropole récemment. Donc vous voyez, le gros rond, c'est le volume de personnes qui viennent, là du coup, directement de l'étranger. Ça représente 6 000 personnes. Donc 60% des personnes qui sont nées à l'étranger et qui viennent s'installer sur Nantes Métropole viennent directement d'un pays étranger, mais 40% viennent du reste de la France. Et d'où ils viennent ? Vous le voyez à la taille des ronds, ils viennent de l'Île-de-France, beaucoup. Ils viennent de nos départements voisins, beaucoup. Et ils viennent aussi des grandes agglomérations françaises. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, cette carte, c'est pratiquement trait pour trait la même que celle des migrations résidentielles totales, des gens qui viennent s'installer sur l'agglomération nantaise. Ce sont des gens qui suivent exactement, parce que la métropole, le disait Patrick, la métropole nantaise est un territoire dynamique, un territoire qui crée beaucoup d'emplois, un territoire où il y a une université importante. C'est donc un territoire très attractif pour les immigrés comme pour les autres. On a ici une image qui est la même que celle de l'ensemble de la population. On a ensuite regardé en termes de profil sociodémographique s'il y avait une particularité de cette population immigrée sur l'agglomération nantaise. Ce qu'on observe, c'est qu'elle est relativement plus jeune que la population non immigrée. Voici le deuxième bâton sur Nantes Métropole, la structure par âge. Donc, elle est relativement plus jeune, mais surtout, vous le voyez avec le rouge, c'est une population qui a une tranche d'âge d'actifs qui est plus importante, beaucoup plus importante que la population non immigrée de Nantes Métropole, avec 60% de gens de 25 à 54 ans. Et quand on regarde sur la France métropolitaine, la population immigrée, voir si aussi on est caractéristique, on voit aussi qu'on est plus jeune. Si on prend l'ensemble des moins de 55 ans, sur mes immigrés de Nantes Métropole, on a 83% de gens qui ont moins de 55 ans, et on en a 68% si on prend l'ensemble de la population immigrée de France. Donc on a beaucoup moins de personnes âgées, beaucoup plus d'actifs. Dans un contexte de vieillissement de la population, c'est intéressant de se dire que la population immigrée sert aussi à maintenir cet équilibre générationnel, à ce qu'il y ait des jeunes qui soient présents sur le territoire. Et ce point-là va se retrouver directement si on regarde la structure de cette population par activité. On a, vous voyez, un taux important d'actifs parmi les personnes immigrées, un taux de retraités de 10%, 10% d'élèves et étudiants. Alors, un taux d'étudiants qui peut être un peu minoré par les effets statistiques de l'INSEE, qui ont tendance à... Un étudiant qui travaille va être compté comme un actif, en fait. Donc on sait que c'est toujours un petit peu minoré. Et puis 14% d'inactifs. Donc on voit par rapport, et notamment à la France métropolitaine, la population immigrée, qu'on a plus d'actifs, effectivement, sur Nantes Métropole. Et on voulait quand même alerter votre regard sur la dernière catégorie, les autres inactifs, qui est une catégorie... donc vous voyez, les femmes et hommes au foyer n'en font pas partie.
C'est une catégorie de gens en fait qui sont en âge de travailler, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la retraite concrètement, mais ils ne se déclarent pas chômeurs non plus. C'est des gens qui sont vraiment éloignés du marché du travail, des gens qui sont parfois en chômage de très longue durée, qui ont un certain âge, qui ont peu de diplômes et qui ne cherchent plus d'emploi, en tout cas se déclarent comme ne cherchant plus d'emploi. Et on voit sur ces populations immigrées, que ce soit à Nantes Métropole ou en France, on voit que cette part est quand même assez élevée par rapport au reste de la population. Et on voulait juste signaler cette chose ce chiffre qu'on a repéré en manipulant les statistiques. Sur cette question des autres inactifs, le jaune dont parle Cécile, on est dans les mêmes proportions que la France. Ouais. C'est pas quelque chose, c'est pas une particularité de Nantes. Là, c'est une particularité de la population immigrée finalement. Et peut-être aussi s'attarder sur le poids des étudiants. Vous voyez que sur Nantes Métropole, il y a 10% parmi l'ensemble des immigrés, il y a 10% qui sont des élèves et des étudiants. Et si vous regardez la France, la même proportion, le bleu, elle est plus faible. Et on retrouve le poids de l'enseignement supérieur sur ces questions-là. Et si on va un peu plus loin sur la question des actifs, on est allé regarder par catégorie socio-professionnelle comment se répartissait cette population. Donc là, ce qu'on voit quand on regarde toujours pareil nos 4 populations côte à côte, ce qu'on voit tout de suite sur la population immigrée de Nantes Métropole, c'est le poids des ouvriers, qui est 2 fois supérieur à celui de la population non immigrée sur Nantes Métropole. On a 34% des actifs de cette catégorie-là. Et si on l'ajoute à celle des employés ouvriers, on voit que c'est 2/3 des actifs immigrés qui sont employés ou ouvriers. On voit bien là l'écart avec la population non immigrée de Nantes Métropole. En revanche, on est tout à fait dans la moyenne de la population immigrée de la France. Pour clore peut-être cette première partie de présentation de données de cadrage, on a zoomé un peu plus sur les questions de l'enseignement supérieur avec 2 cartes. Une première, voici, on a pris tous les établissements de la métropole nantaise et on a regardé avec quelles universités ou quels établissements d'enseignement supérieur ils ont des partenariats internationaux. Ça nous donne donc cette cartographie. Donc on voit que c'est essentiellement des partenariats européens, vous le voyez ici sur cette carte, mais aussi américains et l'Asie, où il y a quand même des universités importantes. Ça, c'est pour les partenariats. Et si on regarde le volume d'étudiants que ça représente, qui est la carte qui vient juste après, on voit nettement que parmi les étudiants étrangers ou immigrés sur Nantes Métropole, le premier pays, le premier continent, pardon, c'est bien l'Afrique, vous le voyez ici avec un taux de 38%, mais le deuxième c'est l'Asie. Le deuxième c'est l'Asie, où on accueille des étudiants de manière importante, et l'Europe avec 22% des étudiants étrangers. Et vous voyez que l'Amérique du Nord et du Sud représente des taux particulièrement faibles par rapport à ces questions-là. Voilà, ce premier thème, donc des données de cadrage. Je vous propose de vous redonner la main. Et de voir un peu ce que cela vous... Avant de passer au second. Avant de passer au second. Écoutez, si vous avez des questions, des réactions déjà sur cette première présentation qui donne un certain nombre, qui dresse déjà un portrait de cette population sur l'agglomération nantaise. Il faut que quelqu'un se lance, c'est un exercice assez traditionnel. Alors, je vais vous demander de parler dans le micro parce qu'on garde le son. Oui, donc là on a parlé de l'immigration officielle, mais l'immigration clandestine, y a-t-il un pourcentage qu'on peut estimer sur l'agglomération nantaise? Est-ce que ça doit bien exister? Parce qu'il y a des gens qui arrivent de par tous les circuits, et là c'est des statistiques de l'INSEE, donc c'est des gens qui se sont déclarés souvent lors de recensement, quoi. Effectivement, il s'agit ici des gens qui résident sur notre métropole et qui, vous le rappelez justement, se sont déclarés. Sur cette question que vous posez, qui est une question pas précise, on n'a pas de statistiques vraiment pour répondre. Vous voyez, là c'est des questions peut-être à poser
d'autres institutions, mais là, cette photographie, et vous avez raison de le rappeler, est bien celle de la population qui se déclare. Hein, ça, il faut bien le dire. Hein. Oui, la matière première de l'agence n'est pas de travailler dans la clandestinité. Enfin, les chiffres qui, par définition, ne sont pas connus, ne sont pas forcément sa matière première. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première partie ? Allez-y, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez y aller. Oui, bonsoir. Dans les 10 premières métropoles, c'était voulu qu'il n'y ait pas Paris. Alors c'était parce qu'on raisonnait en termes d'agglomération et Paris n'en est pas une au sens statistique, mais c'était aussi pour éviter d'écraser simplement pour des effets, de pouvoir se comparer à des territoires comparables en termes de taille et de nombre d'habitants. En fait, c'était juste ça. Yves Lenné, bonsoir. Il y a deux choses. L'une, est-ce que vous avez essayé l'exercice global de flux migratoires? Ils arrivent à Nantes Métropole, mais quand ils repartent, est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils font? Puis la deuxième, ce n'est pas une question, mais je suis très impressionné par le fait que si le continent américain représente 6, 7, 13% quand même des étudiants, c'est beaucoup, c'est pas mal, ils sont rien du tout. Zéro au niveau global. Dans vos premières cartes, l'Amérique n'existe pas. Effectivement, hein, l'Amérique réapparaît au moment de l'enseignement supérieur. Hein. Tout à l'heure, les premières cartes, on était sur l'ensemble de la population. Alors, sur cette question, la première que vous posez, à savoir que deviennent les étrangers qui sont restés, enfin qui sont passés par l'agglomération. Là, à nouveau, la statistique est peu précise sur cette question-là. Hein. Et le seul travail qui pourrait être fait, si jamais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait regarder, c'est où sont, sur la France métropolitaine, les étrangers qui sont passés par Nantes Métropole. On n'aura pas, par exemple, on ne va pas aller interroger la Roumanie pour savoir le nombre de Roumains qui étaient à la fac à Nantes. L'INSEE recense les gens qui habitent en France, donc par définition, quand ils s'en vont, on les perd, on même s'ils viennent de chez nous. Voilà. Mais on peut imaginer que le taux de sortie que vous décrivez est important par les phénomènes notamment d'enseignement. Hein. Ils viennent se former dans nos universités, hein, c'est les points rouges, et ils retournent pour beaucoup dans leur pays. Hein, c'est important. J'ai une petite question. Les enfants nés dans les familles immigrées, puisqu'à un moment donné vous parlez d'immigration familiale, c'est ceux qu'on retrouve dans les 7% de moins de 7 ans? Ou est-ce que c'est un calcul différent? Sur la structure... Les enfants d'immigrés ne sont pas comptés comme des immigrés. Donc on ne va pas les retrouver dans ces... Les enfants que vous voyez dans le graphique par âge sont des enfants qui sont nés étrangers dans un pays étranger et qui sont arrivés en France et qui ont moins de 15 ans. Mais c'est bien des immigrés eux aussi. Oui, ma question, Marc Poirier, ma question s'adresse à vous, bien entendu. Quelle est la répartition des immigrants sur le continent africain, sur le continent asiatique par pays? Est-ce que vous avez une statistique qui dit il y a tant de musulmans, tant de Noirs qui arrivent sur le continent? Est-ce que chaque pays, est-ce que vous avez une statistique sur chaque pays qui envoie dont on reçoit les immigrés, pardon? Je suis arrivé en retard, j'ai du mal. Oui, alors, les cartes qu'on vous a présentées sont les 20 premiers pays. Hein, voilà, celle-ci. Hein. Ça, c'est les 20 premiers pays. Et là, ce que vous demandez, c'est sur l'ensemble des 30 000 immigrés, est-ce qu'on sait l'ensemble des pays? C'est ça, hein? Par pays. L'autre carte où il y avait les ronds, là,
Là, vous avez les 20 pays. Je suis arrivé en retard, dans ce sens. On sait par exemple que d'Algérie, il y a un peu plus de 4500 immigrés. Hein, et vous voyez que le Maroc, c'est 3500, puis après, tout de suite après, la Turquie, mais dans des proportions nettement moins grandes, puis le Portugal, la Tunisie, on va redescendre avec la Roumanie, puis après Cameroun, Côte d'Ivoire, Russie, et après quelque chose d'assez stable, hein, finalement, autour de 500 individus. Alors là, je parle en 500 individus statistiques, venus qui sont nés dans ces pays-là. Oui, on peut avoir le décompte complet. Oui, avec certaines limites du secret statistique où à un moment l'INSEE regroupe en fait, voilà, quand on est vraiment sur des petits effectifs et il regroupe dans autres pays d'Europe ou voilà, ce genre de choses. Mais oui, il y a ça peut aller plus en détail. Après, on est vraiment dans des petits effectifs, donc c'est moins parlant. Ok, merci. On a une idée des classes socio-professionnelles de ces immigrés? Là, il y a actif. Là, il y a... Alors, les agriculteurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'agriculteurs. Vous avez... Artisans, commerçants, chefs d'entreprise, à 7%. Ah oui, là. 14% de cadres, 17% de professions intermédiaires, 28% d'employés et 34% d'ouvriers. Peut-être aller un peu vite sur cette image. Là, sur ce graphique, hein, donc là, ce sont les habitants de Nantes Métropole, les immigrés. Voici leur catégorie sociale. Comme le disait tout à l'heure Cécile, plus de la moitié d'entre eux sont employés ou ouvriers, vous le voyez ici nettement. Et comparé aux autres habitants de Nantes Métropole, leur proportion est plus importante. Hein, ils ont plus ce type d'emploi. Mais si on compare les immigrés de Nantes Métropole et les immigrés de l'ensemble de la France, vous voyez que les deux graphiques sont quasiment comparables. Hein, on n'a pas une caractéristique sur Nantes Métropole avec une surreprésentation des ouvriers ou une faiblesse des cadres. On pourrait être surtout dans un territoire où on a moins de cadres. Ce n'est pas le cas. Vous avez dit tout à l'heure que les étudiants qui travaillaient étaient classés par les actifs. Alors ça va être très difficile de leur donner une catégorie socio-professionnelle, car très souvent ce sont des métiers alimentaires. Oui. D'accord. Des employés. Oui. Ce sont des employés. Effectivement, la statistique de l'INSEE aujourd'hui distingue de moins en moins entre l'étudiant et le travail. Hein, et un individu, même s'il est étudiant, va être compté s'il travaille, s'il a un petit emploi, va être compté comme un actif et non plus comme un élève et étudiant. C'est d'autres sources qu'il faut mobiliser pour connaître le nombre exact d'étudiants qui travaillent tous de plus en plus. Hein. Mais vous avez raison de le rappeler. Ouais. Je ne sais pas si ça existe au niveau de votre agence ou ailleurs, si on peut savoir par exemple si on vient de la Chine, est-ce qu'il y a des villes en Chine qui sont plus représentées que d'autres, par exemple si c'est des gens de Fujian ou de Xinjiang? Non, malheureusement, on n'a pas de statistiques qui descendent aussi finement, pour n'importe quel pays d'ailleurs. Peut-être sur la population étudiante, on pourrait plus facilement savoir ça, en regardant les centres universitaires avec lesquels il y a des échanges. Mais au global, non, la statistique qu'on a ne permet pas de nous le dire. Est-ce que vous vous êtes essayé à l'exercice de savoir les préférences ou les zones d'atterrissage nationalité par nationalité? Par exemple, je ne sais pas, les Russes ou les Algériens, ils vont où de préférence? Enfin, si c'est leur préférence, mais ça, c'est une indication pour l'emploi aussi, s'ils trouvent... Vous voulez dire au niveau national ou sur le territoire métropolitain? Ah oui, non. Pour chaque ville, quoi. Oui, voilà. Les Chinois seraient partis seulement. C'est une prochaine étude. Venir l'année prochaine. On peut refaire
Là, oui, c'est vraiment. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir où sont surreprésentés sur les départements français ou dans les agglomerations françaises, les Chinois, les. C'est ça hein, que vous proposez. Et quelle géographie cela donne. Ouais. L'attractivité de Nantes par rapport et comparer Nantes au reste. Non, là, il s'agit effectivement d'une étude. Non, mais Philippe Guillotin, qui est le directeur général de l'agence d'urbanisme, est dans la salle, donc c'est peut-être une occasion de lui passer une commande particulière. Sachant qu'on peut lui passer une commande, sachant qu'on n'a pas le budget pour lui financer la commande, mais ce sera d'autant plus facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première partie ? Oui, Paul Champ. Est-ce qu'on peut penser que tous ces immigrés parlent le français obligatoirement ? Alors, excellente question pour préparer la deuxième partie. Alors là, on n'a pas des statistiques pour Nantes Métropole, mais on a une étude nationale sur ce sujet-là. Je vous propose d'enchaîner. Hein, Sauf s'il y a d'autres questions sur la première partie avant d'enchaîner là-dessus. Juste une petite question, parce que moi, en fait, je suis émigré et je viens de déménager sur Nantes et vous nous avez pas montré, je sais pas si ça existe, mais est-ce que peut-être dans la connaissance populaire, est-ce que ça existe, enfin par quartier, on peut dire à Bellevue habitent les Russes ou ailleurs habitent les Chinois, ou est-ce que il y a une carte comme ça ou pas vraiment? Elle doit exister. Mais pas chez nous. Elle doit exister. Non, la stat infracommunale à laquelle on a accès sur ces questions-là regroupe les nationalités par continent, hein, mais rien par détail. J'ai deux amis, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est une information amicale. Ça doit exister au niveau de l'éducation nationale, parce qu'il y a des enseignants qui sont préparés à l'accueil de populations spécifiques, surtout les réfugiés. Donc à mon avis, l'éducation nationale par collège et par école doit avoir des chiffres. Je sais qu'une de mes amies est spécialisée dans l'accueil, le sud de, comment on appelle ça, la Géorgie, enfin l'ensemble géorgien, le Caucase, voilà, population du Caucase réfugiée. Ok, autre... Je reviens donc aux populations diverses. Toutes les personnes qui sont en demande d'asile en France et sont enregistrées, donc là déjà on peut avoir peut-être une part du nombre de demandeurs d'asile par rapport au nombre de résidents déclarés, quoi. Puis la deuxième chose, c'est par rapport aux Russes. J'étais un peu surpris, peut-être, là on était aux alentours de 500. Est-ce que ça voulait dire la Russe tout compris, c'est-à-dire tous les États de la Russie, c'est-à-dire Ukraine, ou alors on fait un distinguo? Non, c'est tous les États. C'est tous les États russes, c'est-à-dire l'ancienne... oui, c'est l'Ukraine et tous les autres pays satellites, quoi. Est-ce qu'il y a 500 soviétiques? Ouais. Donc notre deuxième partie traite de la maîtrise des langues au sens large des immigrés. Alors bien sûr, on va regarder... on regarde en premier le français. En fait, c'est une étude réalisée par l'INSEE à l'échelle nationale, réalisée en 2012 à partir de chiffres qui datent de 2008. En gros, en 2008, l'INSEE a demandé aux immigrés qui résident en France, donc depuis des périodes diverses forcément, quel était leur niveau de français quand ils sont arrivés en France. Ce sont, pour ces immigrés-là, des immigrés qui sont arrivés, qui n'ont pas grandi dans un environnement français, qui sont arrivés à l'âge adulte en France, et on leur a demandé quel était votre niveau quand vous êtes arrivés. Donc on voit la répartition suivante, avec en gros un gros tiers de ces immigrés qui nous disent qu'ils avaient à ce moment-là un bon niveau, voire un très bon niveau, à l'oral comme à l'écrit. 4% qui avaient des difficultés à l'écrit,
On sait que l'apprentissage d'une langue peut se faire plus facilement d'une manière orale. L'écriture et la lecture peut être plus compliquées. Donc 4% qui avaient des difficultés à l'écrit, mais quand même un bon niveau à l'oral. Un tiers qui avait des difficultés même à l'oral. Et 29% qui n'avaient aucune notion de français quand ils sont arrivés sur le territoire national. Donc voilà, quand ils sont arrivés, et l'INSEE leur a posé, et aujourd'hui, donc les gens étaient là depuis un certain temps, et aujourd'hui, quel est votre niveau en français, selon les mêmes items? Vous voyez, l'image a un peu changé. On a en gros deux tiers qui nous disent maintenant, j'ai un bon niveau, voire un très bon niveau, à l'oral comme à l'écrit en français. On a 23% de ces mêmes immigrés qui nous disent avoir des difficultés à l'écrit, avoir un bon niveau à l'oral, mais quelques difficultés à l'écrit. 16% qui ont toujours des difficultés à l'oral. Et vous voyez que le nombre d'immigrés qui n'ont aucune notion de français est vraiment maintenant réduit à rien, à 1%. Et ça, c'est assez intéressant de le regarder sous le prisme du pays d'origine, parce qu'on va avoir des choses assez différentes. Si on regarde par exemple donc la même question, la même image, mais sur les immigrés d'origine portugaise. Donc voilà, quand ils sont arrivés en France, quel était le niveau de français des immigrés d'origine portugaise. Donc on voit qu'il y avait en gros 10% qui avaient un bon niveau à l'oral, un peu moins à l'écrit, 27% qui avaient des difficultés à l'oral pour parler le français, et 2 tiers d'entre eux qui n'avaient aucune notion en arrivant en France. Aujourd'hui, cette population immigrée d'origine portugaise, quel est son niveau en français déclaré, bien sûr. Vous voyez que l'image n'a rien à voir. 29% qui a un bon niveau, ou très bon niveau, à l'oral comme à l'écrit. 56% qui ont un bon niveau à l'oral, toujours quelques difficultés à l'écrit qui demeurent cependant. 15% qui ont encore des difficultés à l'oral, et le aucune notion qui est là du coup réduit à 0%. Donc voilà pour les immigrés d'origine portugaise. Vous avez vu le bond qui a été fait en termes de maîtrise, d'apprentissage du français. Si on regarde les immigrés d'origine turque, l'image, quand ils sont arrivés en France de leur maîtrise du français, alors vous voyez que ça ressemble fortement à la population immigrée d'origine portugaise au début, quand ils sont arrivés, avec 75% d'entre eux qui n'avaient aucune notion de français en arrivant en France. Aujourd'hui, où en sont-ils? Alors là, on voit que c'est un petit peu plus difficile. On a, parmi cette population d'origine turque, aujourd'hui, encore 53% d'entre eux qui ont des difficultés même à l'oral pour parler en français. Donc on voit qu'on a 2 populations immigrées qui n'ont pas eu le même apprentissage du français. C'est à mettre directement en corrélation avec l'antériorité de l'immigration. L'immigration portugaise en France est ancienne, donc c'est des gens qui sont installés depuis longtemps, qui ont eu un apprentissage qui s'est fait du français. L'immigration turque est plus récente, donc on a encore des gens qui ont du mal à parler français. Et ça, c'est une question qui nous a semblé intéressante de montrer quand on parle des besoins linguistiques sur l'agglomération nantaise notamment. Se dire que quand on parle de population étrangère qui ne parle pas français, il y a sûrement des différences à observer selon les nationalités, peut-être des difficultés d'apprentissage qui ne sont pas les mêmes parce que l'antériorité est moins grande en termes de migration. Donc voilà pour le français. On s'est aussi intéressé à regarder cette langue étrangère que les descendants d'immigrés ont peut-être parlé avec leurs parents en France. Donc là, c'est bien les enfants des immigrés. Une question, voilà, on leur a posé quelle langue ils parlaient à la maison pendant leur enfance. On voit que pour bien souvent, ils ont évolué dans un environnement plurilingue. Alors on a 41% quand même de ces descendants d'immigrés qui ne parlaient que français à la maison. Mais on le voit, donc 60% qui parlaient français et une autre langue, avaient même 10% qui parlaient une autre langue que le français, qui ne parlaient pas du tout français à la maison. Donc ça, c'était pendant leur enfance. Donc qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que ces enfants qui sont devenus adultes ont gardé cette langue, cette autre langue que le français? Donc on voit qu'on a 34% de ces enfants d'immigrés pour qui cette langue étrangère est encore complètement parlée, lue et écrite, complètement maîtrisée. 38% qui la parlent sans difficulté.
mais qui ont des difficultés pour la lire et pour l'écrire, et 28% pour lesquels finalement il n'y a pas forcément de souvenir de cette langue, cette autre langue que le français, une langue qui finalement parle et comprennent plutôt mal aujourd'hui une fois adultes. Et on peut quand même se dire, au regard de ces chiffres, qu'il y a 72% des enfants d'immigrés qui sont au moins bilingues. Voilà, par rapport aux questions que vous pensez sur le... Donc un autre axe qu'on est allé regarder, qui pour nous est bien lié à cette question d'apprentissage du français, c'est la question du niveau de diplôme des immigrés. Donc là, on est toujours à l'échelle de la France. Donc on a 3 bâtons qui regardent la répartition par niveau de diplôme. Du premier bâton, c'est les immigrés qui viennent d'Europe. Le deuxième sur les immigrés hors d'Europe. Et le troisième, pour se comparer, des non-immigrés. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la couleur la plus violette, c'est les gens qui n'ont aucun diplôme. Vous voyez que sur la population immigrée, qu'on soit d'Europe ou hors d'Europe d'ailleurs, ce taux est fortement élevé, au moins le double comparé à la population non immigrée française. Donc on voit qu'on a une population qui est peu diplômée. Mais en revanche, si on regarde l'autre extrême, les gens qui ont au moins un bac plus 3, eh bien on voit quand même que ces taux sont très comparables entre ces 3 populations. Et là, ça rejoint la population immigrante étudiante dont on parlait tout à l'heure. Il y a quand même une population diplômée qui immigre sur nos territoires. Alors la question après qu'on s'est posée en ayant vu ça, c'est « et qu'en est-il de leurs enfants ?» On sait que l'immigration, le moteur, c'est bien sûr l'ascension sociale, c'est trouver un emploi, trouver des meilleures conditions de vie pour soi et pour la génération qui vient. Donc est-ce que les enfants d'immigrés sont plus diplômés que les immigrés, que leurs parents finalement ? Bien la réponse est oui, si on regarde ça. Donc je vous ai mis les descendants, le petit bâton à côté, c'est les descendants des immigrés alors d'Europe, hors d'Europe et des non-immigrés. On voit sur la partie la plus violette qu'on regardait tout à l'heure, on voit que la part est bien moindre chez les descendants d'immigrés. Elle a été divisée par 2. On a plus que 16% de descendants d'immigrés à l'âge adulte qui n'ont aucun diplôme, comparé à 33% de leurs parents. Et sur les immigrés hors d'Europe, de même, 21% des descendants qui n'ont aucun diplôme contre 41% chez leurs parents. En revanche, si vous regardez les non-immigrés, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu cette ascension sociale, cette accession à un diplôme plus élevé chez les non-immigrés. Donc on a fait le parallèle avec le parcours scolaire, qui est fortement corrélé à cette question du français et de la maîtrise de la langue française. En 2011, on a regardé les élèves qui entraient en 6e. On a 11% des élèves qui entrent en 6e qui appartiennent à une famille immigrée, auxquels s'ajoutent 8% qui appartiennent à une famille mixte. Et on a vu que dès l'élémentaire, ces enfants issus de familles immigrées ou mixtes étaient quand même plus fortement exposés aux difficultés scolaires. Alors 2 petits chiffres pour vous montrer cela. C'est donc ces enfants qui sont au collège aujourd'hui, la part de ceux qui ont redoublé au moment de l'école élémentaire. On voit que chez les enfants d'immigrés, cette part est de 24%. Vous voyez que ce taux est plus faible quand on regarde les enfants de non-immigrés. De même, un autre petit chiffre qui indique ça et qui n'est pas surprenant, c'est la moyenne en français aux évaluations de 6e, où on voit que la note moyenne des enfants d'immigrés est inférieure de 10 points à celle des enfants non immigrés. Et voilà, ça c'est des chiffres importants à regarder, là, ce que vient de nous dire Cécile. Et effectivement, les populations immigrées réussissent un peu moins bien que les populations non immigrées. Et l'étude de l'INSEE posait des questions sur et l'école demain pour vos enfants, qu'est-ce qui est important? Et pour terminer, on voit que les familles immigrées attendent beaucoup de l'école pour leurs descendants. Si la question est-ce que vous souhaitez que votre enfant termine sa scolarité secondaire avec au moins le bac général, vous voyez que les enfants
les parents immigrés disent à 49% oui, alors que les enfants les parents non immigrés disent à 43% oui. On voit bien que les immigrés voient dans l'école un vecteur d'ascension sociale. Et enfin, dernier graphique pour lancer le débat. Est-ce que votre enfant doit poursuivre ses études jusqu'à l'âge de 20 ans? Et vous voyez que les parents immigrés répondent massivement oui. 70% d'entre eux disent que oui, mon enfant doit continuer. Et les parents non immigrés, eux, disent à 53%. On voit l'enjeu de l'école, l'éducation nationale, dans l'intégration de ces populations qu'on vient de décrire là. Et tout, peut-être, l'axe que vous prenez dans ce groupe de travail sur l'enseignement des langues et aussi le rôle de l'école. On a entendu là tout à l'heure que vous faisiez venir des universitaires, etc. Et je crois que c'est important de réfléchir aussi sur le système éducatif et l'intégration des populations immigrées au sein de l'école. Voilà, pour terminer notre présentation, je pense qu'on peut relancer le débat, si vous en êtes d'accord. Bien, donc sur cette deuxième partie, est-ce qu'il y a quelques réactions, quelques questions ? Oui, alors moi je voudrais dire déjà qu'à l'intérieur des familles, effectivement, nous on habite dans un secteur où il y a quand même pas mal d'immigrés. On habite à proximité du sillon de Bretagne, donc on connaît un petit peu les structures des familles. On est dans des familles où on ne parle pas le français du tout, ou pratiquement pas. À l'intérieur, il n'y a pas de dialogue en français. Nous, on a un voisin qui habite pas très loin de chez nous et des fois, la femme est obligée de demander à sa fille, qui elle va à l'école, comment on doit dire ça. Voilà. Donc il y a là d'énormes difficultés. En plus de ça, il y a aussi des difficultés puisque les parents sont, je ne veux pas dire inalphabètes, mais souvent n'ont pas été à l'école et sont incapables de s'occuper de leurs enfants qui sont eux éventuellement au collège, même en primaire au collège ou au lycée. Donc là, il y a vraiment un vrai problème. Je crois que non seulement il faudra éduquer les enfants, mais il sera aussi nécessaire dans les temps qui viennent d'éduquer aussi les parents. Parce que quand les parents arrivent, on leur demande jamais s'ils vont parler français, s'ils savent ce que c'est que la France, rien du tout. On leur demande rien. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudra aussi faire un effort sur l'éducation des parents. Est-ce que ça appelle une réponse ? La seule chose qu'on peut dire, c'est peut-être encore un peu de statistiques. La population que vous avez décrite en première partie de votre propos montre bien, ce graphique montre bien que 29% des immigrés qui arrivent en France n'ont aucune notion du français, ne savent pas le parler ni l'écrire. Quand ils arrivent. Si je peux juste raconter une anecdote pour suivre monsieur. Moi, je fais un échange avec un monsieur qui est chinois, un échange de langue français contre chinois. Et il est là, c'est vrai qu'il est là depuis 6 ans, il a travaillé en France, mais son niveau est vraiment très très bas. Et enfin, en tant que fils des parents, moi je suis immigré soviétique justement aux États-Unis, et maintenant ma femme est française, alors je suis deuxièmement immigré, mais pour moi le français ça a été beaucoup plus facile parce que avec ma langue maternelle anglais, mais il faut se rendre compte qu'en chinois, le verbe être, ça a une forme. On ne parle pas de il faut qu'il soit, il faut qu'il c'est
même après, il a eu, je crois, 100 heures de cours en français. Et c'est pas qu'il veut pas, mais j'espère, enfin, en tant que prof de langue, j'espère qu'il pourra. Mais c'est difficile. C'est pas une question de manque d'effort ou forcément. Alors pour ma part, je suis enseignante aussi dans un collège près de la cité du Château à Rezé. On a une quinzaine de nationalités représentées dans notre collège. Et ce qui est effarant, c'est que on s'étonne ou on constate les plus grandes difficultés des enfants immigrés à l'école, mais ils arrivent dans une école où on ne parle que français. Toutes les consignes sont en français. On leur demande de faire des rédactions en français, de faire des raisonnements scientifiques en français. Donc c'est énorme ce qu'on leur demande. Donc les difficultés scolaires sont... on les explique comme ça. Alors d'accord, ils ne sont pas suivis par les parents, parce que les parents eux-mêmes n'ont pas été forcément très loin dans leurs études. Et on ne valorise pas du tout le fait qu'ils soient plurilingues. Le fait qu'ils parlent une autre langue n'est pas du tout valorisé, ou très rarement valorisé, on va dire. Alors que, et du coup, ils arrivent avec plein de complexes psychologiquement, et ils se sentent en dessous de tout, alors que normalement, ils devraient avoir des atouts par rapport aux élèves, mais à d'autres élèves francophones. Quand on voit le niveau de français des enfants francophones, certains... après, on ne peut pas s'étonner, on ne peut pas demander la lune non plus à des enfants qui viennent d'ailleurs et qui, en très peu de temps, doivent s'adapter au système, à la langue. Ménard, universitaire à la retraite. Est-ce qu'on connaît bien justement le cas des couples mixtes, bilingues, c'est-à-dire, et est-ce qu'on sait la façon, et ça va un peu dans le même sens que les questions suggérées tout de suite, est-ce que ces couples bilingues encouragent leurs enfants à être bilingues et à être pleinement et fortement bilingues? Et est-ce que, je crains que la réponse soit négative, est-ce que notre éducation nationale peut suivre une pareille demande? La perplexité de l'agence, que je ne suis pas sûr qu'il puisse répondre à la place de l'éducation nationale. Avant de donner la parole à Alain Ganguillot, la question de Marc Porrier, elle est aussi intéressante, pas forcément pour l'agence, mais aussi pour le groupe. C'est la question des structures d'accompagnement des parents ou des familles qui viennent d'ailleurs, et comment ces structures sont aidées, par qui elles sont soutenues. C'est quand même une question de fond, hein. Mais l'agence n'a pas de réponse à ça, c'est pas son métier. Par contre, ce caractère bilingue que l'on décrit, on vous l'a montré là dans le graphique là tout à l'heure, hein, c'est les enfants d'immigrés, plus de 72% d'entre eux parlent la langue maternelle, la langue du pays dont ils viennent. Vous dites que c'est peut-être un atout, oui, ça peut être qu'un atout, ce double. Quand on voit ce volume en plus, on ne parle pas de 15% des individus. Et c'est peut-être quelque chose effectivement à encourager. Effectivement. Oui, moi je vais m'appuyer sur ce que j'ai lu pour ceux qui le liront, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une analyse de ce qui se passe dans le système français et le rapport... comment un enfant d'une population qui maîtrise mal le français, là c'est pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, ont des problèmes. Et à vrai dire, ils se sont aperçus, donc c'est intéressant, c'est un peu scientifique, mais ils se sont aperçus qu'il y avait des mauvais résultats en matière scientifique dans les pays de Polynésie. Ça s'appelle perspective ethno-mathématique. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est vulgariser. Et ils constatent deux choses, c'est dit plusieurs fois dans le livre, mais c'est la non-valorisation de la culture de l'enfant qui est accueilli avec sa langue, qui est très importante. Et entre autres, ces familles-là qui parlaient mal le français sont plutôt rurales,
ne sont pas dans l'abstraction. Et il y a, je vais faire court, hein, il y a 4 lignes, et c'est une étude de M. Baudelot et Establet en 2009, et ils disent ça s'applique complètement à ce qu'ils ont constaté. Ils parlent de l'éducation nationale. La doctrine française, qui est malheureusement devenue aussi la doctrine des Français, implique qu'il est nécessaire, pour avoir un bon système scolaire, de développer d'abord et de fortifier sans cesse la formation des élites, l'élitisme à la française, donc individualiste, égoïste, et aujourd'hui centré sur la réussite des siens. Donc ce qu'il expliquait, c'est qu'il y avait, malgré qu'il y avait une loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie qui encourage le bilinguisme et la langue tahitienne, une des langues caldaches et leur culture, le danger, c'est qu'il y avait une reproduction du système français où nous, on était adaptés, mais qu'eux, ils n'étaient pas du tout adaptés. Et donc, après, je fais une allusion quand vous avez cité la population turque. Alors, moi, j'ai des contacts avec plutôt des gens qu'on appelle Kurdes ici, mais il faut savoir que, bon, entre autres, c'est des jeunes qui ont fait des études, hein, mais leurs parents sont venus de régions rurales. C'est-à-dire, non seulement ils ne maîtrisaient pas le français, mais ils n'avaient pas les codes. Ils labouraient avec des vaches, etc. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient aucun code de notre société. Et donc, il y a une distance entre non seulement la langue, mais aussi l'appréhension des codes quand ils viennent en milieu urbain. Il m'a raconté des choses faramineuses, pas extraordinaire, mais dans le bon sens du terme, du rapport à leurs parents quand ils étaient en ville. Ne serait-ce que d'aller trouver des toilettes, enfin, etc. Quoi. Il y a des tas de choses qui fait que... Oui, question peut-être qui va être jugée un peu provocatrice, mais est-ce que, comme en Norvège, en Hollande, au Danemark, le dénominateur commun ne peut pas être l'anglais? J'ai eu mes petits-enfants, 7 ans en Andalousie, ils ont fait leurs études en anglais, parce que les professeurs étaient capables de faire des cours en anglais. Il faut bien dire que l'éducation nationale a parfaitement été très minable dans ce domaine. Donc, on paye les pots cassés de toutes ces choses. Et je suis très fier que mes petits-enfants soient trilingues. Ils parlent espagnol, anglais couramment et évidemment français. Je ne sais pas s'il y a des représentants d'éducation nationale dans la salle. Mais... je vais vous redonner la parole, mais on va donner à Yves Léné. Oui, c'est un peu différent des questions précédentes. Je m'intéresse un peu au caractère définitif ou provisoire de l'immigration. J'ai émigré plusieurs fois dans ma vie et je me suis jamais posé la question de si j'allais rester dans le pays où j'allais. C'est le cas de beaucoup de personnes qui viennent pour le travail, ils sont nommés, ils ont une affectation, ils rentrent. Est-ce qu'on a une possibilité statistique d'évaluer ce caractère plus ou moins définitif ou provisoire, au niveau national, bien sûr? Bon, tu me colles ça. Moi, je vais faire une réponse instinctive. J'ai pas de chiffres là. Hein. Je pense que les immigrés ont la même logique que nous. En clair, s'ils arrivent ici pour faire des études ou travailler, quand ils arrivent à la retraite, ils doivent se poser la même question que nous. Est-ce qu'on reste dans le territoire où on est ou est-ce qu'on revient Je pense qu'ils ont des étapes de vie, à différentes étapes de vie, ces questions-là. Est-ce que je rentre ? Est-ce que je rentre? Mais je pense qu'elle est commune un peu à... Moi, j'ai une maman étrangère hein, qui est née à l'étranger, bon, dans un pays européen. Elle
elle s'est jamais posé la question de revenir dans son pays. Elle a décidé de faire sa vie ici et à Nantes, etc. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent décider de revenir. Je pense que c'est lié aussi à des trajectoires très personnelles. La vie personnelle joue beaucoup. Quand on regardait la carte des migrations qui sont déroulées en France, qui sont de personnes qui sont nées à l'étranger, et on l'a pas ici, mais vraiment quand on regarde la carte des migrations globales sur Nantes Métropole, et on est attractif, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent. Vraiment, la taille des ronds diffère, mais c'est la même carte. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment la stratégie, en tout cas des personnes qui sont nées à l'étranger et qui résident aujourd'hui en France, on voit qu'on a une stratégie de mobilité résidentielle qui est liée à l'emploi, qui est liée au fait d'être diplômé et de chercher son premier emploi ou d'être retraité. On voit qu'on a la même stratégie finalement résidentielle, qu'on soit immigré ou non. Est-ce que l'éducation nationale veut répondre, puis après je vous donne la parole? Pour savoir s'ils veulent retourner chez eux ou... Non. Apprendre en anglais. Bon, alors apprendre en anglais. Il y a des recherches universitaires qui ont été faites sur le fait que finalement, l'anglais pouvait être une bonne passerelle entre les langues type romane et les langues type germanique. Voilà, parce qu'il y a des racines dans l'anglais qui viennent des deux, des langues latines et des langues germaniques. Donc, ça pouvait être une bonne passerelle entre différentes familles linguistiques. De même que pour des gens habitant l'Asie, la Chine notamment, le fait d'apprendre l'anglais d'abord leur permettait ensuite d'apprendre plus facilement d'autres langues européennes que de se plonger tout de suite dans le français par exemple ou dans l'espagnol. Alors l'espagnol au point de vue de la prononciation semble un peu plus facile, mais au niveau grammatical a autant de difficultés je dirais qu'en français. Donc l'anglais, on a peur de cette hégémonie de l'anglais, mais n'empêche que ça peut, si c'est bien fait, si les passerelles sont mises en évidence, ça peut servir de lien entre les différentes langues, les différentes familles de langues. Et puis ensuite, historiquement, économiquement, l'anglais a pris une place prépondérante. Donc, faut pas cracher sur l'anglais parce qu'on a un peu peur que ça prenne le dessus sur plein d'autres langues. Il faut au contraire s'en servir pour faire le lien avec d'autres cultures et s'en servir pour l'ouverture, justement. Oui, pour répondre à ça, je dirais simplement que c'est pas facile à faire de dire aux Français qu'il va falloir parler anglais pour pouvoir se faire comprendre du monde entier. Je crois que c'est assez difficile. Aujourd'hui, on n'est pas du tout préparé à ça. Alors simplement, moi, ce que je voulais dire pour que quand les immigrés arrivent ici, il y a quand même aussi une chose qui existe. Ce sont les cours dans les centres sociaux où on fait des cours de français et du suivi des devoirs. Ça me paraît très important. Et il y a aussi quelque chose de nouveau qui s'est mis en place il y a quelque temps chez nous à Saint-Herblain, c'est les cours de français pour les familles immigrées, c'est-à-dire que les adultes pour les adultes. Et ça, je crois que c'est très important dans le suivi de l'installation des familles en France. Voilà. Oui, c'est pas vraiment une question. Je voulais rebondir en fait sur la question de monsieur tout à l'heure, sur le caractère définitif de l'installation. Je pense que, en tout cas pour les étudiants, il y a des indications en fait de ça dans les politiques en fait des pays d'où ils viennent. Savoir si c'est des étudiants boursiers d'État. Ils seront peut-être tenus en fait de rentrer dans leur pays après à la fin de leurs études pour exercer un certain nombre d'années qui en fait l'équivalent de leur bourse. Et par ailleurs, par exemple pour la Chine, le pays, c'est une politique nationale de faire envoyer ces jeunes diplômés faire des études à l'étranger et leur offrir un maximum d'avantages pour leur retour en Chine pour que le diplôme soit valorisé en Chine en fait.
C'est-à-dire que c'est très très pratique puisque les étudiants diplômés en Europe leur billet d'avion est de retour est payé et avec 150 kilos offerts pour ramener leur déménagement. C'est à ce point-là pratique en fait. C'est vraiment voilà donc si enfin ça peut jouer aussi justement pour savoir si ça va être définitif ou pas, de rien que regarder les politiques d'État aussi. Voilà. Oui, moi je vais venir sur autre chose. Ceux qui sont d'origine francophone, autrefois les 3 pays du Maghreb étaient francophones. Aujourd'hui, finalement, la langue arabe prend de plus en plus d'importance, devient même langue officielle, je crois bien, dans ces pays-là. Alors donc, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe quand ils arrivent en France. Ils ont pu, comme autrefois, le travailleur qui venait à la navale, il connaissait le français, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que moi, dans un quartier comme à Malville, j'entends souvent des conversations, et c'est les conversations en langue du pays, en langue arabe, quand on est sorti des obligations institutionnelles, quoi. Oui, je voulais rebondir juste sur 2 choses très vite fait. Quand je vois cette graphique, je vois en fait le vert c'est moi, l'orange c'est ma petite sœur et le rouge c'est mon petit frère. On est arrivé aux États-Unis, moi j'avais 8 ans, ma sœur avait 6 ans et mon frère avait 2 ans. Alors maintenant pour notre niveau de russe, nous on a tous comme langue maternelle anglais, mais pour notre niveau de russe, c'est pas que moi je suis plus intelligent que mon frère. Il fait un doctorat en maths, non, mais c'était juste cette période critique, comme on dit, qui ferme après un certain temps, et après on ne peut plus apprivoiser la langue comme on veut. Et deuxièmement, pour valoriser la langue étrangère, aux États-Unis, on a eu un cas, vous savez peut-être l'État de Californie, où, je ne sais pas, entre 30 et 40% de la population est mexicaine, ou vient de l'Amérique centrale. Oui, en Floride, dans beaucoup d'États, mais Californie, ce qu'ils ont fait, il y avait un linguiste qui s'appelait Stephen Krashen, et ce qu'il a proposé, il a dit, on va d'abord, avec ses enfants, on va d'abord tout faire en espagnol. Et après quelques années, on va commencer avec l'anglais. Et c'est un polémique qui continue jusque maintenant. Il y a plein de gens qui disent que c'est une fracasse totale, qu'ils apprennent ni le français, ni l'espagnol, ni l'anglais. Il y a d'autres qui disent que c'est bien, que ça marche. Alors, sinon, vous savez, aux États-Unis, comme dans les autres pays, par exemple avec les cas des Chinois, là où il y a les Chinois, il y a les écoles pour les enfants chinoises qui vont à l'école pour maintenir le chinois. Alors, je ne sais pas si ça existe sur Nantes pour le chinois ou l'arabe ou n'importe quelle langue, mais c'est une école, c'est-à-dire c'est après l'école. C'est tu finis l'école et tu vas à l'école chinoise. Ce qui est... Ok, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres commentaires ? Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur ce que vous avez entendu ? Est-ce qu'on s'en tient là ou est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Bah écoutez, moi ce que je vous propose, Alain Grand-Guillot va pouvoir conclure, mais je vous invite à venir le 12 juin, là, donc écouter Agnès Florin et Isabelle Nocus sur cette question du plurilinguisme, elle travaille sur ces questions-là depuis très très longtemps, avec des expériences, avec de la théorisation, donc je pense que ça peut être un moment intéressant pour situer les choses justement sur cette question du plurilinguisme. Et puis si Alain Grand-Guillot veut ajouter quelque chose. Non, pour conclure, je voudrais rappeler que tout ce qu'on fait là, ça sera quand même intéressant de le conclure au moins à la fin de l'année sous forme d'une séquence pour faire un texte qui peut être envoyé aux élus, puisqu'il va y avoir quand même un lycée international. Et il y a, comme on a vu, il y a des besoins d'apprentissage de langue, soit pour les familles immigrées, soit pour les populations qui viennent en affectation de travail, et puis pour permettre aux Français, vu leurs statistiques,
de mieux maîtriser aussi bien l'anglais que d'autres langues de communication internationale. Je vous rappelle donc le 12 juin, il y a ce livre qui est disponible, je ne sais pas s'il y en a d'autres, donc moi je conseille la lecture de ce livre qui est vraiment très intéressant puisqu'il date de 2014, il traverse aussi bien les problèmes didactiques, les problèmes politiques, les problèmes juridiques, les problèmes plus larges d'accepter une population avec culture différente et comment l'intégrer dans le système français, enfin le système de l'éducation française. Et pour ceux, alors il y a une séquence pour conclure, je dirais un peu sur le plurilinguisme. Peut-être à partir du mois de janvier, ceux qui ont des relations ou des réseaux avec les populations étrangères, ça sera bien peut-être de permettre à certaines personnes de venir comment ils l'ont vécu. Moi, j'ai connaissance de 2 couples de mix, dont un qui est franco-coréen. Peut-être quand elle maîtrisera mieux le français, parce que là elle est en examen d'ailleurs à l'université, elle pourra dire un peu son expérience, et donc ça serait intéressant que après notre séquence du mois de décembre qu'on pense aux populations étrangères qu'on a abordées en préambule aujourd'hui. Donc je vous remercie de votre présence et puis je vous dis au 12 juin et puis à peu près chaque mois après la rentrée. Merci de votre étude. On ira, sans doute elle sera diffusée. Hein. Oui, on diffusera le son de la rencontre et si l'agence urbaniste le veut bien, mais je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, le diaporama qui vous a été présenté, on le diffusera aussi à tout le monde. Donc comme ça, tout le monde aura le bon niveau d'information. Donc merci encore à l'agence urbaniste d'avoir bien voulu se livrer à cet exercice.